Les commandos marines, c'était impossible. J'ai réussi. Aller à l'étranger faire du parachutisme, c'était impossible. J'ai réussi. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement, mais aujourd'hui c'est ce qui me permet de ne pas avoir peur et d'afficher clairement mes ambitions, qui est de changer l'image du secourisme parce que rien n'est impossible. Donc autant rêver gros, et je suis certain qu'avec du travail, ça marchera. Tout ce que je ne sais pas, c'est quand. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue Tony. Merci Loïc, salut à toi, salut à tout le monde. Ravi de t'accueillir sur le podcast. Écoute, moi je suis impatient que tu nous partages un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, d'où est-ce que tu viens, puisque tu as un parcours quand même assez peu commun en tout cas. Mais écoute, je commence pas à en dire trop. Je te laisse te présenter, nous dire quel est ton parcours. Très bien, déjà merci Loïc, merci pour ce super accueil. Eh bien moi c'est Tony, j'ai 29 ans et je suis le fondateur de Émotion. Émotion, c'est une marque que j'ai créée en 2019 et qui a pour objectif tout simplement de révolutionner l'image du secourisme telle qu'on la connaît en France. Un sujet qui est au premier abord repoussant pour la plupart des gens, un petit peu anxiogène. Et donc c'est ce que je fais à présent. Avec cette marque, on s'est d'abord approché du grand public au sens large. Et aujourd'hui, on s'adresse plus particulièrement aux sportifs, aux gens qui pratiquent du sport de haut niveau, que ce soit amateur ou professionnel, aux gens qui pratiquent des activités outdoor et aux adeptes d'aventure. Avant ça, j'ai passé, effectivement, tu le disais, j'ai eu un parcours qui n'est pas commun. J'ai passé 10 années dans l'institution militaire, dans la marine nationale et en particulier chez les commandos marines. Waouh. Donc aujourd'hui, ouais, t'en as eu quelques-uns. Ouais, mais bon, c'est toujours chouette d'avoir des retours d'expérience, tu vois, de gens qui sont passés par. Voilà, je sais que vous n'aimez pas trop vous considérer comme des personnes supérieures. Enfin, il y a une grosse notion d'humilité que je retrouve à chaque fois que je discute avec des anciens des forces spéciales, mais ça reste quand même des parcours hors du commun. Donc, ouais, moi j'adore. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec des gens qui ont réussi à passer par ce type de formation. Ah, c'est gentil. C'est vrai qu'on est peu, mais au final, c'est ce qui fait que, comme tu dis, on est assez humble. Et tout ce que moi je retire de cette magnifique expérience professionnelle, du coup, la première pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ça participe à ce en quoi je crois dans le travail. Et ce qui me fait qu'aujourd'hui, j'ai pas peur d'entreprendre des projets comme on a discuté un tout petit peu en off et qu'on va développer par la suite. Parce que ces notions de détermination, d'humilité et de résilience, elles m'habitent et c'est devenu des choses avec lesquelles je travaille tous les jours. Excellent. Oh là là, j'ai hâte. Tu l'as dit, il y a en tout cas deux casquettes principales, on va dire, deux gros univers sur lesquels on va échanger, l'entrepreneuriat et ton parcours pro, en tout cas les débuts dans l'armée. Ce que je te propose, c'est peut-être que tout simplement, on parte, on fasse un espèce de balayage temporel et qu'on parte du stage co, le début de tout ça. Et puis peut-être que tu peux nous partager un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Puisque tu le disais, on a déjà reçu Louis et Teddy qui nous ont partagé la façon dont eux l'ont vécu. Mais j'imagine que ça doit être très personnel comme expérience. Donc je serais curieux de savoir à quoi est-ce que ça a ressemblé dans ton cas. Yes, carrément. Avec plaisir, vu que c'est terminé. Maintenant, c'est que des bons souvenirs. Comme tu dis, tu as déjà reçu Teddy, Louis, on le ressent tous différemment, on le vit tous différemment. Moi, par exemple, c'était le 140e stage commando que j'ai passé et réussi et il y en a 2 par an. Il y a pas tellement le choix pour, les gens qui aimeraient mettre toutes les chances de leur côté. Il faut passer par le froid à un moment donné, même s'il y en a 2 par an.
Effectivement, moi j'ai passé, le stage commando donc assez jeune, 20 ans pour le premier stage commando et j'ai échoué à celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a 4 semaines, de sélection physique. Au bout de 3 semaines, je me suis blessé, ce qui a contraint à un abandon et comme a dit Louis Saillant, et bien, c'est l'un des seuls stages où on demande à un moment: «Est-ce que tu veux abandonner?» et ce jour-là, au bout de la troisième semaine, j'ai dit que oui, je voulais abandonner. Donc quelque part, j'ai échoué physiquement et je le serai par la suite. Je le serai par la suite, un petit peu aussi psychologiquement et c'est ce qui a conditionné ma réussite, pour celui qui a suivi. C'était quoi 6 mois comme plus ouais, blessure? j'ai fait une pré-rupture du tendon d'Achille Ah ouais, et comme ça c'est notifié dans l'intitulé, c'est une pré-rupture, donc j'aurais pu, certainement continuer. OK. Waouh. J'aurais perdu du temps après coup, j'ai pris la bonne décision mais ça c'était une pré-rupture. OK. Donc premier stage co, 20 ans. Le stage co, si j'ai bonne mémoire, c'est 9 semaines, hein, c'est ça le programme complet? Ouais, c'est à peu près 3 mois, tout À peu près compris. 3 mois, ouais, OK. Et donc au bout de 3 semaines, la blessure, qui t'amène à abandonner. C'est intéressant que tu dises, que tu as compris plus tard que c'était peut-être aussi, un abandon psychologique. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? Et beh, déjà, pas mal de recul, de la communication avec, j'ai eu la chance de rencontrer un instructeur, en or. On en rencontre tous, hein, on a tous des gens qui nous marquent, peu importe, notre vie professionnelle. En l'occurrence, c'était, chez les commandos marines et cet instructeur m'a dit, «Tony, tu avais le niveau, ça s'arrête là, mais je veux te revoir dans 6 mois». Première réaction, c'est, «Écoute mignon, là de suite, je suis pas ouvert à à ces éventualités-là». Mais il se trouve que, pour revenir à ta question qui est comment est-ce que je me rends compte que c'est psychologiquement que j'ai aussi échoué sur la première fois? C'est que, bah, après voilà, il y a un retour, à la maison, une convalescence, pour ma part, un retour au boulot et puis après, bah, on se demande ce que l'on veut faire de sa vie. Moi, je suis rentré dans la marine, pour devenir commando marine, sachant qu'on passe par une étape qui est fusilier marin. Ouais, Heu, pour la plupart, c'est aussi accessible à d'autres spécialités de la marine, mais moi, en l'occurrence, c'était le cursus fusilier marin, puis commando marine et et bien, à l'analyse, de ce stage commando, de ces épreuves, heu, tu sais, comment on dit? L'auto-analyse, que vraiment tu te questionnes et tu te mets à poil, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? mmh, Pourquoi, ça n'a pas marché? Et surtout, quoi faire pour que ça fonctionne? Et à ce moment-là, voilà, j'ai identifié que, j'avais été, faible sur ce côté-là et c'est ce qui m'a permis de mettre toutes les chances de mon côté par la suite, de reprendre une préparation, millimétrée. Je savais que physiquement, j'étais au niveau. On a toujours aussi cette peur de ne pas être au niveau, chez tous les jeunes que j'ai rencontrés par la suite. C'est-à-dire que moi, je suis pas prêt pour aller au stage commando. Je pense que c'est une mauvaise formulation. Moi, j'y suis allé la première fois en me disant: «J'espère réussir». J'y suis retourné en me disant: «Je vais réussir». ouais. Parce que Grosse différence de c'est mindset. aussi, ouais, c'est aussi naturel, je le pense, parce que j'ai idolâtré ce métier, très jeune. Parce que voilà, c'est un domaine, d'emploi que moi j'ai adoré suivre à travers des reportages, à Ouais. travers, de la documentation perso et forcément ça paraît inaccessible puisqu'on voit ça dans les bouquins, dans des récits d'anciens commandos, sur des vidéos, donc il y a une part de, j'idolâtre et c'est peut-être inaccessible. En l'occurrence, là, ça ne l'était pas et c'est ce que je me suis dit parce qu'en fait, j'ai vu des amis réussir. C'est-à-dire que je suis allé au premier stage commando avec des jeunes gens que je connaissais. On vient tous de plusieurs unités. En l'occurrence, c'était du sud de la France et donc il y a certains de mes amis qui ont réussi, qui ont passé ce filtre entièrement et bah, finalement, on comprend que, ouais, c'est faisable et clairement, j'y suis allé avec un autre état d'esprit en me disant, «Je vais réussir, quoi qu'il arrive et cette fois, si le tendon doit s'arracher et bien, c'est que c'est le destin». Mmh. Tu dirais maintenant avec du recul que tu avais besoin de ce premier échec pour revenir et y arriver? Non, non, parce que si, mon corps avait suivi à ce moment-là, que j'étais pas blessé, avec une pré-rupture du tendon d'Achille, j'aurais certainement continué et ça aurait suivi son cours. OK. Par contre, voilà, j'en ai pas eu besoin dans l'instant T pour réussir, mais j'en ai appris beaucoup sur moi
et c'est ce qui m'a servi par la suite dans la gestion de plusieurs épreuves, comme en mission par exemple et aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Donc ça m'a déclenché des choses, qui me servent encore aujourd'hui, mais à l'instant T pour réussir, si mon corps, avait fait le taf jusqu'au bout, je serais allé au bout de ces filtres. Bel exemple de résilience en tout cas. Ouais, écoute, on a voilà, c'est des objectifs qu'on se fixe, on s'en fixe tous, hein, peu importe, notre activité, qu'elle soit sportive ou professionnelle et puis après, ça appartient à chacun. Ce n'est pas simplement, la force des commandos marines, hein. Tout le monde, Mmh. a une force en soi et elle se déclenche plus ou moins tard. Et au final, est-ce que l'instructeur, tu lui as donné raison? Est-ce que tu es revenu, pour le deuxième Ouais, stage, 6 mois plus tard? je suis revenu 6 mois plus tard, comme on dit dans la marine, ça m'a bien tiré dessus. Et cet instructeur, je lui ai témoigné donc, toute ma gratitude à la fin de ces sélections. Heu, j'ai eu un entretien avec lui et bon, je lui ai dit que certainement grâce à lui, j'ai réalisé un rêve de gamin et que si, les mois qui suivaient, j'allais évoluer, dans l'enceinte et les infrastructures des commandos marines, c'est parce que, bah, lui, à un moment, il a eu un mot pour moi, alors qu'on est une centaine à chaque fois à se présenter et voilà, il a pris la peine de me dire un mot alors qu'il aurait pu ne rien me dire. Mmh. Mais bon, c'est l'histoire qui est écrite comme ça. Waouh! Comme quoi parfois, hein, un mot, lâché, tu vois, plus ou moins innocemment, pour quelqu'un, Ouais. enfin pour la personne qui le délivre, ça peut pas être forcément paraître grand chose, mais, pour la personne qui le reçoit, ça peut être absolument, énorme. C'est vrai, on l'a déjà entendu, on l'entend dans plusieurs, reportages et récits et des fois on n'y prend pas trop enfin, on n'y prête pas trop attention et Ouais, ça fait la diff. ouais, clairement. Donc prenez le temps, pour celles et ceux qui nous écoutent, prenez le temps de lâcher un petit mot, autour de vous, pour avoir ce type d'impact. Excellent. Alors toi, sur ce deuxième stage, si tu devais retenir, ce serait quoi l'anecdote ou la leçon que tu retiendrais, tu vois, de ce deuxième stage le numéro 141 du coup, hein, c'est ça? 140. Ah 140 c'est OK, donc celui, 140 c'est celui que j'ai réussi et j'étais faire un tour au 139 pour voir comment c'était OK. et si la température de la cuve était, à mon aise. OK. Mais écoute, Donc, ça se voit que tu fais, du podcast une activité, régulière parce que la question elle est parfaite. Si j'ai une anecdote à retenir du deuxième, donc certaines nuits, on fait des topographies, donc des marches topographiques. On marche, de nuit avec notre équipement et on doit aller de point en point jusqu'à arriver donc à un point qui est généralement très, très loin, dans le but, bah, de fatiguer les corps et de les évaluer, le lendemain sur une autre épreuve et sur, l'une de ces topographies, on y va donc en camion et dans ce camion, il se trouve que, je ressens une douleur, au genou que je tiens depuis, 2 jours déjà, que je me suis faite, lors d'un parcours d'obstacles et c'est pas tellement une douleur, tu sais, vive, comme si tu aurais pu t'arracher un ligament. C'est comme moi, je le ressens à ce moment-là comme un épanchement de synovie. J'ai le genou qui gonfle, enfin qui est gonflé, qui est, tout boursouflé et très chaud et là, je me dis, bah, j'ai dû me taper la rotule quelque part et ça va se finir. Et là, à ce moment-là, je me suis dit: «Beh, non, cette fois, ça ne va pas s'arrêter parce qu'on va au bout, ensemble, mon genou et moi». Et donc j'ai marché toute la nuit, j'ai réussi cette épreuve, comme, plusieurs de mes copains et le lendemain matin, en fait, j'ai tellement marché que ça a dû drainer cette blessure, cet œdème, je sais pas ce qu'il y avait dessous. Le lendemain matin, avec le froid et la marche, le genou était normal et j'ai pu continuer, ah ouais. les sélections. Alors qu'à ce moment-là, j'aurais très bien pu montrer mon genou à un infirmier ou une infirmière et il m'aurait dit, «Si tu veux abandonner, nous on te fait un petit mot parce que ouais, il est gros». Donc voilà ce que je pourrais retenir, de mes erreurs, on va dire, passées. Mmh. Ça me fait penser à une illustration que je vois souvent, sur des réseaux comme LinkedIn un peu professionnels, tu vois, sur des posts liés à l'entrepreneuriat où tu as un bonhomme qui est en train de creuser, une galerie, et qui finit par abandonner et puis en fait quand l'image, prend du recul, il est à 1 centimètre du diamant qu'il était en train de chercher depuis des plombes, tu vois? Donc, cette notion de, aller pousser, rajouter une couche d'effort, et dans ton cas, bon, bah, visiblement, ça a été carrément la bonne décision. Ça l'a été. Excellent. Et alors, tu sais, sur les 2 épisodes, avec Teddy et Louis, on a eu énormément de retours, de gens, pour qui c'est le rêve, de faire ce que tu as réussi à faire, un stage co et d'en sortir avec le fameux béret vert. Quel conseil, toi, est-ce que tu donnerais, pour finir sur la partie, stage co, à des gens, à des jeunes qui voudraient se lancer?
On va essayer de chercher des conseils qui sont peu donnés, même si, la recette est assez simple. Déjà, il faut bien s'entraîner et pour bien s'entraîner, je dirais qu'il faut aussi bien s'entourer. C'est-à-dire que, moi, j'avais la chance d'avoir, des copains qui étaient aussi compétitifs que moi et c'est pas simplement de la compétition de sur un footing, c'est tout le temps dans la préparation du matériel, dans l'exécution des missions d'entraînement, chez les fusiliers marins. Dans un footing, il y a toujours un mec qui est une épaule devant toi et tu veux toi aussi être une épaule devant lui. Au final, on se tire vers le haut. Donc, pour bien s'entraîner, il faut bien s'entourer, ce serait le premier conseil. Le deuxième, il y a pas de moment pour être prêt. Tu n'es pas prêt à aller au stage commando et je pense que dans la vie, on n'est pas prêt à entreprendre quoi que ce soit. Des fois, c'est parce que, bah, c'est l'effet de groupe qui fait qu'on y va et c'est le cas dans ces stages, militaires parce qu'on n'y va jamais tout seul. Donc si, tu es au niveau de tes potes, tu es prêt. Après ça va être une, Ouais. décision, psychologique et enfin, troisième conseil que moi on m'a donné et qui m'a servi et là où je rentre plus spécifiquement dans, ces évaluations, donc si des gens par exemple sont déjà dans l'institution militaire, quelle qu'elle soit et préparent un stage de sélection tel que les commandos marines ou alors pour entrer, dans les forces spéciales de l'armée de terre ou de l'armée de l'air. Il faut repérer lors de ces sélections un mec que l'on pense au-dessus du lot, c'est-à-dire, lui il va réussir et on se le dit tous. Lui il va réussir, à moins qu'il lui tombe un que le camion lui roule dessus, il va réussir et au moment où je suis le plus mal, c'est-à-dire que physiquement je suis à bout comme, ça arrive, psychologiquement, je suis à bout, il pleut, j'ai froid, j'ai une demi-entorse ou une foulure. À ce moment-là, quand j'ai lâché prise, je prends exemple sur lui et tout ce qu'il fait, je le fais et moi ça m'a permis de passer 2 orages. Je peux les Ah oui? appeler comme ça. Ouais, 2 phases où, on se le dit tous, 2 phases où tu te dis, «Bah, c'est bon, c'en est trop» et puis là, l'instructeur nous fait aller se mouiller et puis, après on sèche en plein vent, il fait 2 dehors. On a tous envie d'arrêter. Mais à ce moment-là, se raccrocher à quelqu'un qu'on a identifié comme étant, heu, le profil type qui allait réussir, eh bien ça peut faire la diff et laisser passer l'orage. Ce serait mon troisième conseil. C'est un super bon conseil. Et tu vois, je pense que c'est enfin, si je réfléchis à toutes les conversations que j'ai eues avec d'autres invités qui sont pas forcément, issus du monde de l'armée, enfin du monde militaire, j'ai l'impression que c'est quand même aussi un conseil qui revient souvent, dans la vie en général. Tu vois? Que ce soit dans l'aventure entrepreneuriale ou sportive, d'avoir quelqu'un qui te tire vers le haut, une sorte de mentor, même si tu as pas forcément de contact avec lui direct, mais que tu peux observer et qui vient, voilà, qui te permet de te dépasser et de rester focus sur la direction que tu avais choisie initialement. Donc, c'est un super conseil. Ok, bon, génial. Donc, bah, super retour sur le stage co avec, tu vois, on disait, on allait essayer de faire des conversations différentes par rapport à Louis et Teddy. Et là, c'est clairement des conseils que j'avais pas entendus avant. Donc, génial. Donc, une fois le béret vert sur la tête, donc toi, est-ce que tu as eu la chance d'ailleurs de l'avoir Ah, ah, Ouistreham, c'est le ouais, stage qui se termine en juin, qui commence en mars très froid et qui se termine en juin. Moi, j'ai commencé au chaud en septembre et j'ai fini très ok, froid au mois de décembre. ok, ah, bon. Mais j'y suis allé, j'ai réussi, le stage commando l'année précédente de l'anniversaire des 70 ans et donc j'étais en tant que commando marine sur, les plages de Ouistreham pour les 70 ans du débarquement en 2014. Waouh. Et Donc alors ça, comme quelque émotion, part, qu'est-ce que ça a donné? ah ça c'est fou parce que, en plus, c'est le premier et le ouais, c'est le premier Wistram que j'ai fait et nous, on connaît pas et puis il y a des anciens de toutes parts qui viennent, de tout pays et là, en plus, le 70 ans, il y avait, bah, toute la délégation, présidentielle, il y avait aussi, pas mal d'anciens combattants d'Angleterre qui sont venus et donc les nuits sont festives. Pleines d'enrichissement, pleines d'échanges et festives. C'était très, très enrichissant et je suis content de l'avoir vécu. Génial. Super. Ok, donc une fois le béret vert vissé sur la tête, bah, j'imagine que ça a été le temps de partir en mission. Donc peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur bah, quel commando est-ce que tu as rejoint au début et puis à quoi est-ce que la suite de ton parcours a ressemblé une fois vraiment sur le terrain. Carrément, alors, moi j'ai atterri au commando Jaubert, Ok.
et j'en suis très heureux. Quand je suis rentré dans les commandos marines, il y avait des spécificités encore, comme par exemple, l'assaut. On appelait l'assaut pour le commando Trépel et Jaubert. Maintenant, ça s'est un petit peu uniformisé parce qu'il y a beaucoup de missions et donc on fait un petit peu tous la même chose, bien que voilà, il y ait une histoire, et qu'on la respecte tous. Mais voilà, je suis arrivé au commando Jaubert avec l'objectif, de me frotter à cette spécificité de l'assaut et donc de l'investigation, tu sais? Rentrer dans un bâtiment, Ouais. en sécurité et aller, chercher, quelqu'un ou, entrer dans une pièce, ou sur un bateau, aller, chercher la passerelle, voilà. Cette spécificité de rentrer en sécurité avec un groupe et heu et faire donc l'investigation des couloirs et de toutes les pièces. Ça, c'est vraiment la chose qui, moi, me plaisait, sans l'avoir vécu encore. C'est-à-dire que je l'avais vu et je OK. m'étais dit: Ça me plaît». Et au final, je peux dire aujourd'hui que, c'est le meilleur sport au monde, l'investigation, ce domaine-là. C'est-à-dire que pour moi, c'est clairement un sport d'équipe parce qu'on est 10. On a un but final qui, nous veut pas du bien et Mmh. donc on compte les uns sur les autres et dans certains reportages, dans certains, récits, les gens parlent de rouleau compresseur. Je sais pas si tu as déjà entendu Ouais, cette expression, ouais. mais le rouleau compresseur, il ne peut que exister que si chacun gomme les erreurs des autres. C'est-à-dire que le premier, quand il y a une situation devant qui est, eh bien, tendue, typiquement une personne, qui nous veut du mal, eh bien, le premier, il est pas dans son état normal. On le vit pas tous les jours, donc il est stressé. Et si le second gomme son erreur, puis le troisième, puis le quatrième. Et j'ai adoré ça parce que quand tu arrives dans une unité commando, bien que tu aies, 21 ans, que tu n'aies pas d'expérience, eh bien, le mec devant et le mec derrière comptent sur toi et tu as la possibilité, à ce moment-là, de prendre des initiatives et ça, additionné au fait que c'est un sport d'équipe et que, c'est, heu c'est s'adapter dans un milieu confiné, tout ça fait que moi ça m'a passionné, ça me passionne encore et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que d'être arrivé au commando Jaubert pour toucher, concrètement à ça. Waouh! Alors j'ai l'impression qu'il y a souvent des mouvements, vous êtes souvent transférés, alors je ne sais pas si c'est imposé ou pas, mais j'avais cru comprendre avec Louis et Teddy que i généralement on reste pas dans un commando, tout le temps. Je crois que Teddy en a fait 2 ou 3 de Parfentegno, puis, après je crois Jaubert. Il me semble que Louis c'était pareil. Il a eu des changements, donc est-ce que toi ça a été le cas? Ou est-ce que c'est possible de vraiment rester, tu intègres Jaubert, tu restes à Jaubert, C'est possible de faire un seul commando, mais il y a une part de chance, dans le sens où tous les 3 ans, dans le cursus, sous-officier, ton béret vert est remis sur la table parce que la marine a une politique d'évolution et donc tu fais opérateur. Au bout de 3 ans maximum, ça peut être avant, ça a été mon cas, mais au bout de 3 ans maximum, il faut que tu passes le certificat chef d'équipe et donc là ensuite tu es redistribué dans des unités, OK. en fonction des besoins parce que voilà, il y a un roulement. Puis ensuite, c'est un peu plus tard, c'est, allez 5, 6, 7 ans, il y a le chef de groupe à passer. Donc tu es encore redistribué dans un autre groupe ou si tu as de la chance, tu retournes là où tu étais et le dernier niveau qui existe, c'est chef de mission. OK. Et comme il y a cette, politique d'évolution, il faut de la chance pour rester au même endroit et pour revenir, très spécifiquement sur mon cas, moi j'ai fait donc, Jaubert, chef d'équipe, je suis retourné à Jaubert, donc, OK. j'ai eu de la chance, Tu de la chance. c'était un souhait aussi. Hem, j'ai effectué des missions donc avec le commando Jaubert et ensuite, j'aime dire que, les unités des forces spéciales, c'est comme des startups. Elles ont des besoins RH, elles font des Ouais, demandes et moi j'ai saisi une opportunité qui m'a permis de rejoindre le commando Hubert excellent. par la petite porte. J'aime dire par la petite porte et la grande porte, c'est les nageurs de combat et la petite porte, eh bien moi ils avaient besoin d'une personne qui était brevetée commando marine avec la certification chef d'équipe pour remplir un emploi bien spécifique sur place et c'est ce qui m'a amené vers cette unité, prestigieuse pardon, en 2016. Waouh! Waouh! Sachant que les commandos Uber, si je me trompe pas, il y a une petite spécificité, c'est que justement, c'est le seul commando qui est pas accessible, qui déjà est pas basé à Lorient, à l'inverse des 6 autres commandos, si je me trompe pas, il y en a C'est 7 en bien tout. ça.
et qui n'est pas accessible directement une fois le stage validé, le stage sous validé. Le commando Uber est accessible, à l'issue du stage chef d'équipe et pas avant. OK. OK. Donc globalement, tu as des profils qui sont plus expérimentés, chez Uber? Oui, Largement bah, plus expérimentés? au commando Uber, il y a plusieurs profils. Il y a des techniciens Ouais. et il y a des combattants, des commandos marines qui, eux, ont tous eu une première expérience à Lorient. OK. Waouh, super, super intéressant. Et alors et donc tout ce parcours, une fois le béret vert obtenu jusqu'à ce que tu reviennes dans la vie civile, ça a duré combien de temps pour toi? Ça a duré 10 ans. Ah, le béret vert, 8 ans et demi alors. 8 ans et demi. Waouh! OK, et sur ces 8 ans et demi, comment est-ce que comment est-ce que tu simplifierais, tu vois, tout le parcours en blocs? Qu'est-ce qu'il y a eu comme, ça a été quoi le ton cheminement? Eh bien, il y a eu une, première partie de formation initiale, je peux l'appeler comme ça. Ensuite, il y a eu une partie, opérationnelle entre le commando Jobert et le commando Hubert, parce que j'ai effectué des missions avec ces 2 unités. Puis, une partie formation, parce que au commando Hubert, j'ai formulé une demande qui était, de m'engouffrer dans le cursus de formation lié, au secourisme. Parce que j'avais OK, déjà une double casquette, c'est-à-dire qu'on est des petits groupes et donc, chacun a une double casquette, c'est-à-dire qu'on part, entre 10 et 20 et donc, c'est beaucoup moins qu'un régiment qui se déplace, entièrement. C'est aussi des opérations qui sont plus spécifiques et l'une de mes casquettes, en plus, d'avoir un fusil et de l'équipement, comme tout le monde, c'était, d'avoir des notions de premier secours, on va dire un peu plus élevées que la moyenne, dans le cas où l'infirmier, qui nous accompagne tout le temps, lui aurait un problème ou s'il y avait plusieurs blessés pour filer un gros coup de main à l'infirmier. OK, et ça, c'était un souhait de Ouais, ta ça a part? été un souhait, ça a été un souhait, quand tu rentres chez les commandos marines, d'abord tu réponds aux besoins du groupe et tu es envoyé à des stages, que des fois tu ne souhaites pas et à un moment selon, bah, ce que demande le groupe et ce que propose le chef de groupe, eh bien tu peux accéder à des stages, comme ça et j'ai une petite anecdote là-dessus, assez rigolote. Le jour où j'ai pu accéder donc, à ce cursus de formation lié au secourisme, donc déjà il faut savoir que personne ne fait ça. Le secourisme, même dans l'armée, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens, au plus haut point, c'est-à-dire, OK, jusqu'à, s'investir personnellement et il y a un de mes chefs de groupe qui nous a dit, enfin qui nous a tous dit un soir: «Si vous avez des demandes particulières pour, suivre des stages, vous pouvez me les formuler, on en parlera à la fin de la semaine et puis on verra oui ou non». Donc moi je me dis: «C'est bon, c'est ma chance, j'y vais» et j'ai la grande chance que j'ai eue, c'est que mon pote juste avant, il dit au chef de groupe que lui aimerait aller au BSM, le brevet de ski militaire. OK. Et donc le chef de groupe lui a répondu, «Tu te fous de ma gueule, heu, c'est pas un club Fram ici, tu vas pas aller te taper 3 semaines de ski alors que et puis ça sert à rien au groupe», enfin voilà. Mais ça répondait à la demande, hein, de formuler, un stage exotique. Et du coup, moi je me suis engouffré juste derrière lui en lui disant: «Moi j'aimerais bien, rentrer dans le cursus de formation lié au secourisme, du plus bas niveau jusqu'au plus haut si possible». Et ça pourrait servir le groupe parce que, je pourrais remettre à jour tous les mecs tous les ans et lui il s'est dit, après quelques secondes de réflexion: «Est-ce qu'il me la met à l'envers ou pas? Non, OK, c'est bon Tony, tu peux y aller». Génial. OK. Ah, c'est super intéressant, et donc cette formation, donc au final, tu nous présentais Émotion en début de podcast, Mmh. donc le projet sur lequel tu travailles actuellement, enfin, c'est plus qu'un projet, c'est une entreprise. Mais en Ouais, réalité, cette relation avec le secourisme, c'est déjà quelque chose que tu as entamé, avant même de revenir dans la vie civile? effectivement et le fait d'aujourd'hui entreprendre dans ce domaine-là, est né et décidé lorsque j'étais encore, au sein de l'armée. Super. Super. Tu vois, comme quoi, on en parle souvent aussi avec les invités, que je reçois sur le podcast, c'est cette notion d'effet cumulé. Tu vois? C'est-à-dire tu peux vraiment te rendre compte de ton parcours, des bénéfices de ce que tu as mis en place, il y a 5, 10, 15 ans, bah, une fois, dans le moment présent, en fait. Mais au moment où tu te lances, j'imagine, enfin, je sais pas d'ailleurs, peut-être tu dis-nous, mais est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as parlé à ton chef, tu t'es dit, «Je vais faire ça, comme ça, quand je reviens dans la vie civile, je crée émotion»? Pas du tout, pas du tout. On peut aborder le comment c'est venu émotion parce que c'est directement lié à ça. Hem, Quand je formule cette demande, c'est ce qui me plaît le plus au moment T, parce que, dans ce domaine-là, je découvre que, en opération,
quand la situation devient tendue, eh bien, encore une fois, comme en investigation, tu peux avoir des prises d'initiative et ton travail compte et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette première expérience professionnelle et c'est aussi pour ça que j'ai quitté par la suite. C'est qu'il faut une implication personnelle extrême parce que chacun compte les uns sur les autres et lorsqu'il y a un blessé, il y a une notion de stress encore plus importante, il y a une dimension affective et émotionnelle qui rentre en jeu et à ce moment-là, heu moi, je me sentais vraiment capable de pouvoir, réagir correctement et surtout de solutionner un problème sur un de mes potes. C'est ça qui me tenait à cœur, de pouvoir ne pas être impuissant face à un truc que tu maîtrises pas Ouais. et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui et pourquoi j'en parle à un public hors armée et donc à ce moment-là, quand je formule, cette, demande, en aucun cas je me dis: «C'est ce que je ferai de ma vie après». Par contre, je sais une chose, c'est que à la fin des 10 années de contrat qui m'ont été, données et que j'ai signé en rentrant, dans l'armée, donc c'est un beau CDD de 10 années, en rentrant chez les sous-officiers. Je savais que je n'allais pas aller, enfin à ce moment-là, je savais que je n'allais pas aller plus loin que ces 10 années OK. et donc à l'aube de ces 10 années, je crois aux alentours de 8 ans et demi de dans la marine, je pars en vacances avec ma femme, et ma femme choisit, un hôtel en Grèce, au calme et tous ces détails sont importants, oui. Comme ça, je contextualise très bien et il se trouve que dans cet hôtel, il y a pas une salle de sport. OK? OK. Il y a pas une salle de sport, il y a une piscine, il y a des transats, beaucoup de soleil et rien autour. On est à côté du mont Olympe et c'est la seule chose qu'on pouvait visiter et qu'on est allé visiter très vite et on est resté 2 semaines. À Ah ce oui. moment-là, moi, qu'est-ce qui m'anime pendant ces vacances? C'est me reposer, faire du sport. Il y a pas de salle de sport et ensuite, ce qui vient après, dans mon subconscient, c'est: «Bon, bah, puisque j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire après?» Et j'ai passé les 2 semaines les plus intenses, psychologiquement de ma vie. Mon cerveau s'est mis à fonctionner tout seul parce que nerveusement, la nuit, je n'étais pas fatigué, parce que j'avais une routine d'entraînement même en étant, en unité, sans préparer de sélection. J'avais une routine d'entraînement qui m'imposait de me dépenser et là, c'était pas le cas et je pouvais pas dire à ma femme: «Je vais courir, 1 heure». Parce Ouais. que voilà, c'était notre moment, ce métier est très prenant, on se voit pas et je lui avais dit bien entendu, voilà, c'est des vacances pour nous 2. Et là mon cerveau s'est mis à travailler jour et nuit, et bon voilà, il y a un gros processus de, documentation la nuit, de questionnement, personnel et un jour sur un transat, deuxième semaine, j'aime bien le raconter comme ça, c'est comme s'il y a un truc qui m'était tombé dessus, bam! Et là, je regarde ma femme et je lui dis: «Chérie, je sais ce que je vais faire». Et alors elle est, typiquement sur son transat, écouteurs, lunettes de soleil, le verre de jus d'orange à côté. Elle me dit: «Mais de quoi tu parles?» Et donc en fait, voilà, pendant, toutes ces nuits, elle dormait aussi dans l'hôtel. Moi, j'étais sur, l'iPad, j'écrivais des choses, machin et ce jour-là, je me suis, donc pris ça en pleine tête sur ce transat et je me suis dit: «Eh bien, je vais mettre mes qualifications au service du grand public». C'est-à-dire que, j'ai toutes les certifications possibles, tant militaires que civiles. Je suis diplômé du plus haut niveau de certification. Eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser? Et ça fait directement écho à une souffrance que j'ai développée, en mission. En 2015 et en 2016, j'étais à l'étranger lorsque les attentats du Bataclan et de Nice se sont passés et ce jour-là, je me suis senti inutile, vraiment c'est le mot, inutile, hem, dans cette mission parce qu'on avait pour mission, bah, voilà, indirectement de protéger la France par nos actions. Et 2 fois, je me retrouve, donc à l'étranger, une fois en Afrique, une fois au Moyen-Orient et j'apprends ce qui se passe par, téléphone satellite pour le premier par ma femme qui m'appelle, à 22:00, le soir des attentats de Paris et qui me dit: «Il se passe des choses, j'ai peur». Mais moi je me dis: «Ma femme, elle a peur un petit peu de tout, donc il y a pas de problème, ça doit pas être si grave». Et nous on a 2 heures de décalage vers le haut. Donc on va se coucher et quand je me lève, j'apprends par, satellite qu'on a plus d'une centaine de morts à Paris et ensuite 2016, je pose avec, enfin on pose avec mon groupe avec l'avion à Paris, le 14 juillet. Heu, on est dans le bus et donc on rentre direction, nos familles. On vient de passer 4 mois à l'étranger au Moyen-Orient, donc 4 mois au centre de la tension terroriste, mondiale, enfin au mieux de ce qu'on peut faire
et on remet tous nos cartes SIM dans les téléphones. Certains la mettent plus vite que les autres et ça bip dans tous les sens. Et ça bip pas comme d'habitude quand on rentre de mission et on reçoit des messages. Et là, moi, je reçois, on a posé à 21h et de 21h à minuit, j'ai reçu toutes les notifications, toutes les dizaines de morts, jusqu'à 80 ou 85 je crois, qui disaient, X morts en plus à Nice, X morts. Et encore une fois, je me suis dit: «Mais à quoi sert mon engagement, mon investissement personnel?» Je reviens de 4 mois et je pense que ce jour-là, pour revenir sur le transat de Grèce, tout ce truc-là m'est tombé dessus, c'est emboîté, tu sais, comme un engrenage. Clac, Mmh. ça s'est emboîté et depuis ce jour-là, mais voilà, Émotion est né. Il avait pas encore de L'entreprise n'avait pas encore de nom, mais Émotion est né, ce jour-là, avec cette volonté et cette volonté qui me permet aujourd'hui de me lever tous les matins. Waouh, sacré témoignage. Sacré témoignage. Et écoute, si on revient, parce que tu as parlé, de ces 2 événements qui ont été, vraiment marquants pour toi. Hem, alors encore une fois, hein, je pense que c'est difficile de généraliser, mais, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec Teddy et Louis sur ça, mais comment est-ce que ce type d'événement, vous le vivez en tant que groupe? Puisque tu le disais, voilà, vous êtes des individualités, mais en réalité, enfin, chacun gomme les erreurs des autres et donc, j'imagine que vous êtes aussi tous là pour, vous soutenir, quand il y a des coups durs. Donc comment est-ce que vous avez géré ces 2 événements, dans ton unité? Eh bien écoute, déjà on le gère personnellement, c'est-à-dire qu'on le prend, on essaie de le digérer tout seul. Ensuite on va, moi je me rappelle très bien pour moi, on va vers les individualités, auxquelles on est plus proche, donc on a tous des potes, on est 10 ou 12, on n'est pas proche avec tout le monde, avec la moitié du groupe en général selon les générations, les âges. Et donc on échange, hein, on échange et puis, à un moment on se dit: ce qui nous fait en fait ne pas nous apitoyer, ne pas déprimer, c'est que notre boulot c'est de réagir à ça, donc on se dit: «On va être envoyé. On va être envoyé, on est prêt», lorsqu'on était en 2015 en Afrique, on était prêt. On a même préparé le matos pour partir. Ça s'est fait un peu plus tard que ce qu'on aurait souhaité, mais on a pu partir après. Et en 2016, on avait encore le matos dans l'avion. Et ce qui nous fait vivre la chose avec le groupe, c'est d'espérer réagir. Mais à ce moment-là, on n'est pas maître de ce qui va se passer parce que le maître, c'est le président. Et nous, on est simplement persuadé qu'on est surentraîné, suréquipé, prêt. Et donc on attend le feu vert pour retourner ou aller directement faire ce pourquoi on s'est entraîné. Mmh. Mais je dirais pas qu'il y a, vraiment de sessions de communication en groupe. Non, ça se digère un petit peu seul, pudique, on réagit pas tous pareil et Mmh. ceux qui veulent se confier, se confient à ses potes dans le groupe. Mais je suis certain que, l'obsession commune est de réagir à ce qui se passe et donc on attend la bonne parole, des décideurs. Et de toutes ces années, de mission, là, tu viens de nous parler de 2 événements, malheureusement, enfin, sur lesquels vous avez pas pu, être impliqués directement. Mais, si toi, il y a une mission que tu devrais, retenir, dans laquelle, tu vois, à contrario de ce que tu viens d'expliquer sur le Bataclan et Nice, dans laquelle tu t'es senti particulièrement utile, que ce soit avec le secourisme ou pas, ce serait laquelle? Eh bien écoute, ce serait une mission qui s'est déroulée en 2015, dans l'hémisphère sud, on va dire. Et donc, j'étais avec le commando Jaubert et lors de cette mission, c'est une mission de 4 mois et on part, plusieurs fois en 4 mois sur, des points, stratégiques pour réaliser des actions, significatives. Et il se trouve que l'une de ces missions pendant ces 4 mois, j'ai pu mettre tout ce dont j'avais appris, enfin tout ce que j'ai appris au service de mon groupe et c'est celle que je retiens le plus. Tu vois pas dans la chambre mais, le groupe a reçu une distinction pour ça, je te montrerai tout à l'heure. Et donc en fait, très concrètement, hem, on s'est fait mettre en place de nuit, donc 3:00 du matin, on se mettre en place, par véhicule, en conduisant avec, les lunettes, vertes, tu sais, de vision nocturne. Donc là, c'est typiquement ce que tu vois dans les reportages et ce que moi j'ai regardé des centaines de fois avant de postuler au stage commando marine. Infiltration comme ça, donc de nuit avec, les 4x4 et ces jumelles-là. On se met en place, et on doit durer la mission est de durer jusqu'au petit matin, pour récupérer du renseignement et ensuite le transmettre à quelqu'un d'autre. Il se trouve que, dans ce groupe, on est, une partie groupe, d'assaut, je dirais, et une partie
une cellule tireur d'élite. Les tireurs d'élite ne sont pas avec nous, ils sont dans une ancienne maison, quelques centaines de mètres sur notre gauche. Et au petit matin, ils se font déceler par l'ennemi qui n'est pas très loin, parce qu'on s'était approché de nuit pour être au plus proche. Donc voilà, on se fait déceler et des tirs sont appliqués vers nous et nous, on cherche le renseignement, donc on ne sait pas du tout de ce qui se passe, où ça vient, combien de personnes et autres. Et moi, à ce moment-là, je suis le relais du chef de groupe, parce que lui, il gère les communications vers le haut avec les autorités qui ne sont pas avec nous sur le terrain. Il gère les communications avec le chef d'équipe des tireurs d'élite. Et à ce moment-là, moi, je suis à côté de lui, donc je prends l'initiative de lui prendre la radio et je lui dis je gère les communications avec les tireurs d'élite. En gros, je fais le pont entre eux et toi. Si j'ai pas la réponse, je te demande. Et toi, gère ça, plus le groupe qu'on était tous déjà sur place. Et j'ai un pote, donc oui, c'est un pote qui était à la radio de l'autre côté, qui était tireur d'élite. Et à un moment, enfin, je prends des communications, elles s'intensifient, c'est-à-dire, donc il comprend que c'est moi qui suis au bout de la radio. Il me dit Tony, il y a X personnes, ils sont dans telle direction, machin, transmets ça à la personne qui discute avec les avions. Et à un moment, il y a une communication qui m'est restée en tête. Et là, on n'est pas sur comme on dit dans l'armée, du TTA. On n'est pas sur quelque chose qui est écrit dans les dicos de l'armée, si je peux dire. Il me dit Tony, là, on se fait ticker épais. Et c'est ce mot, tu vois, alors la voix certainement, mais le mot épais, ça ne lui ressemble pas, sauf quand on allait boire un coup dans la vie privée et qu'il me parlait de quelque chose qui était, tu sais, gros. Et là, je me dis, ok, là, il se passe quelque chose et il faut réagir. Je regarde mon patron, le chef de groupe, lui, il est occupé. Et à ce moment-là, donc prise d'initiative, c'est ce à quoi on est formé pendant tous ces entraînements que l'on fait avant de partir en mission. Je prends un mec avec moi, parce qu'on bouge jamais autrement qu'en binôme. Je prends un mec avec moi et je lui dis, on prend cette arme-là, donc une arme collective, une arme qui tire des cartouches sur borne, comme on voit dans les films, de façon à manœuvrer, effectuer des tirs dans une direction qui me sera donnée par les tireurs d'élite, parce que moi je ne vois rien encore, et le permettre qu'ils reviennent sur nous pour être tous au même endroit au moins, et pouvoir gérer correctement la situation. Et cette prise d'initiative fait qu'on fait un bond de 30 mètres à couvert, à deux, appuyé par des copains qui étaient sur place, sur le même endroit. Et à la radio, je coordonne, moi, le repli de ce trinôme-là, en leur disant ok, je suis prêt avec tel nombre de cartouches, donne-moi une direction, une distance, j'aligne ça sur l'arme, et puis on va effectuer des tirs pour que vous reveniez vers nous, quoi. Les infos, elles arrivent très vite. Voilà, après, il y a pas de 3-2-1 top, hein. C'est dès que l'ouverture du feu est effectuée, eux, ils savent que. Enfin, ils me font confiance. Et c'est là où ces unités sont superbes, c'est qu'on se fait confiance. Les yeux fermés, ils ont couru dans l'autre sens. Ils ont effectué ces 300 mètres par petits bonds à couvert, pendant que nous, on économisait les munitions de façon à entretenir ce bruit, ce feu et ces coups, pendant qu'ils ne reviennent à nous. Au final, ils sont revenus vers nous. Ils ont pu transmettre des coordonnées GPS aux avions qui sont passés au-dessus de nous pour nous appuyer, et tout s'est bien terminé. Waouh. Ça, tu dirais que c'est la mission parfaite du coup, après coup? Non, pas parfait, parce qu'on s'est fait déceler à un moment. Donc, mais c'est une mission où, sur le plan personnel, j'ai aligné tout ce que j'avais appris depuis le premier jour du stage commando dans la cuve. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, pour rentrer dans le technique, et je sais pas si tu garderas ça au montage, mais quand j'étais positionné à un endroit pour appliquer les tirs, je me disais: «Est-ce que là, je suis bien positionné? Est-ce que mon coude, il dépasse pas du mur? Est-ce que, mon canon, si je tire, vu qu'il y a une lunette, est-ce que le canon va pas tirer dans le mur, alors que dans la lunette, je vois pas le mur?» Tu vois? Est-ce que, je peux pas être mieux autre part? Est-ce que je peux demander du renfort? Est-ce que je prends l'initiative de faire ça? Est-ce que le mec qui est avec moi est dans le bon secteur? Et tout ça te rentre dans la tête, c'est tout ce que tu as appris, hein, c'est tout ce que tu te demandes en entraînement. C'est que des détails, tu sais? Dire que l'expertise est dans le détail, mais l'expertise n'est pas un détail. Donc là, ça va vraiment. Tu penses à tout tout ce que tu as appris, parce que au final, c'est plus un entraînement, et derrière, c'est pas des cartouches de peinture qui t'envoient. Ouais.
C'est super intéressant ce que tu viens de partager. Hem, Moi, j'avais une espèce de perception, tu vois, de l'objectif des commandos quand vous êtes en mission qui était plutôt à contrario des automatismes. Tu vois? On se pose pas de questions, c'est automatisme, automatisme, automatisme. Mais là, L'automatisme est enfin, dangereux, hein, attention, j'exagère un peu, tu vois? Mais là, c'est super intéressant parce que c'est c'est pas forcément ce que tu partages, tu vois? Où c'était beaucoup plus, voilà, tu avais une espèce de checklist et tu balayais cette checklist point par point et c'était parfaitement maîtrisé. Il existe des automatismes pour répondre à une situation violente, à laquelle tu ne t'attends pas parce que tu es surpris et là, il faut réagir. Oui, il y a des automatismes, qu'on travaille en groupe. Mais toutes les missions ne se ressemblent pas, donc on est formé à tout et on essaye d'exceller partout et c'est pour ça qu'il y a autant de sélections, qu'on est, triés sur le volet pour pouvoir, voilà, quand on est à un moment seul ou en binôme, de pas avoir besoin que le chef de groupe dise: «Tony, est-ce que tu es bien placé? Fais attention à ton coude s'il dépasse du mur», et cetera, et cetera. Mmh. Donc les Super 2 intéressant. existent, hein, automatisme et Ouais, réflexion perso, et c'est indissociable, de ce boulot. ouais, j'imagine que c'est comme beaucoup de choses, c'est plus une question d'équilibre. Où est-ce que tu mets le curseur que forcément aller, Ouais. Moi fouiller d'un j'adore côté ou de ce l'autre. cette expression qui dit: «C'est de l'intelligence de situation». Ouais. Je sais pas si ça te parle, moi ça me parle extrêmement bien. C'est-à-dire que, par exemple, même aujourd'hui quand je parle de secourisme, ce que je dis à mes stagiaires, aux sportifs de haut niveau que je rencontre, je leur dis: «La doctrine elle dit ça, dans le livre de référence il y a marqué ça, cependant la vérité c'est pas ce qui est marqué sur le livre, c'est ce qui est réalisé sur le terrain». Donc quand je vais les voir, je suis pas, je suis pas le sachant à 100. Je les vois, je les rencontre sur leur terrain d'entraînement et ce qui est facile à faire en salle de classe n'est pas, bien à faire sur une piste de ski avec des moniteurs de ski, par exemple. Ouais, Donc voilà, ouais. c'est de l'adaptation et de l'intelligence de situation. Alors justement, cette intelligence de situation que, bon, très clairement, tu as appris et développé, grâce à la formation des commandos. Comment est-ce que tu as réussi à l'exploiter, à la mettre en pratique au moment où tu as commencé à construire Émotion? Parce que tu me disais que voilà, c'est arrivé, ça t'est arrivé d'un coup sur la tête, dans ce fameux hôtel en Grèce. Mais il y a quand même eu 1 an et demi, si j'ai bien compris, entre le moment où, le projet est né et où tu es retourné dans la vie civile. Donc ouais, comment est-ce que tu as mis à profit tous ces apprentissages, notamment autour de l'intelligence de situation, des commandos dans l'aventure Émotion? Eh bien écoute, je peux utiliser certaines choses, que j'ai apprises dans les commandos, dans le développement de Émotion, mais malheureusement pas tout. C'est-à-dire que ce jour-là, quand j'ai su que je voulais mettre mes capacités et mon expérience au service du grand public, j'ai aussi compris pendant ces semaines de vacances que je voulais à un moment être au centre de ce qui se décidait, pouvoir prendre des décisions à mon niveau, donc ne plus être salarié, tenter quelque chose, de nouveau, et donc cette intelligence de situation m'a permis aussi, de rester à ma place parce que j'avais beau être commando marine, être chef d'équipe, avoir travaillé dans une unité que certains admirent, des unités vraiment inaccessibles. À partir du moment où tu passes la porte de l'armée, tu personne, et donc cette intelligence de situation m'a permis d'aller vers des personnes avec une humilité, qui était la mienne à ce moment-là et qui m'a permis d'obtenir des réponses. Et la première partie de ma reconversion a été, un nombre incalculable de sollicitations pour comprendre le monde qui allait être le mien par la suite. OK. Et ça, c'est quelque chose que tu avais, anticipé, préparé? C'est-à-dire cette notion de, bah, une fois que je sors de l'armée, le cadre, tu vois, la reconnaissance ou, la façon dont mes compétences sont reconnues, le fait que ce soit forcément un niveau, tu vois, de filtre différent dans le monde civil, c'est quelque chose que tu avais anticipé ou que tu as découvert, un peu par la force des choses? Non, non, très clairement, je l'avais anticipé parce que, et là, c'est une force que m'a donné ce travail, chez les commandos marines, c'est qu'on anticipe tout. C'est-à-dire que quand on part en mission, il y a un briefing qui est fait et à la fin de ce briefing, dernière étape, il y a quelque chose qui s'appelle les cas non conformes, et donc ça veut dire: qu'est-ce qu'on fait s'il y a un mec qui se tord la cheville? Qu'est-ce qu'on fait si,
On se fait déceler à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on fait si les avions viennent pas? Qu'est-ce qu'on fait si sur le retour on n'a plus de bouffe? Qu'est-ce qu'on fait si? Qu'est-ce qu'on fait si? Et on liste tout ce qui est envisageable. Qu'est-ce qu'on fait si, ça peut aller, à l'extrême, hein, si sur la route qu'on doit emprunter, il y a un arbre en travers? Et en fait, j'ai pris involontairement, j'ai appliqué ce processus à ma vie perso. Hem, je suis pas formaté, mais j'ai pris, les choses qui me servent aujourd'hui et donc j'ai anticipé tout ça, oui et je savais que, j'avais des qualités. Je les avais pas encore traduites en langage civil et pour ce faire, je me suis entouré, j'ai réussi à trouver des personnes qui m'ont entouré, qui m'ont dit: «Tes compétences aujourd'hui ne se résument pas à tenir un fusil, mais tu peux faire, hem, ce genre de choses comme la prise d'initiative, la gestion du stress, la communication». Parce que tu fais des briefings devant 10 personnes, tu t'en rends pas compte, mais tu peux faire ça dans une entreprise. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et tout ça, en fait, voilà, m'ont fait ressortir des qualités que je n'avais pas identifiées, qui sont valables dans le civil et qui ont permis de me vendre, au début du développement d'émotions. Parce qu'il faut démarcher, des fournisseurs, il faut sourcer, il faut, aussi se vendre. Et c'est des choses qu'on n'est pas où on n'est pas bon là-dedans, du moins pas tous, on peut pas faire de généralité, mais vu qu'on est très humble dans le métier des commandos marines, on n'a pas l'habitude de se vendre. L'unité parle pour nous et puis nous, on fait notre boulot et point. Donc voilà, c'est comme ça que je m'y suis pris et c'est enrichissant et c'est ce qui m'a permis encore une fois, de ne pas stagner. Dans la marine, il y a un processus d'évolution qui est obligatoire et là clairement, j'évolue tous les jours, j'apprends des nouvelles choses tous les jours et c'est l'un des bons côtés d'entreprendre. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, tu as fait un 180 degrés en termes de visibilité, passer d'un environnement qui est quand même enfin, hyper fermé, cloisonné, qu'on connaît très très peu, à moins d'y être passé, à l'aventure entrepreneuriale où là, pour le coup, comme tu l'as dit, c'est l'inverse, quoi. Il faut arriver à convaincre, séduire que ton produit a de l'intérêt, que ton projet vaut le coup d'être soutenu. Euh, donc, ouais, super intéressant de voir que tu as réussi au final assez vite à faire ressortir ces compétences dont tu parlais. J'y suis pas arrivé tout seul, hein. Important à souligner parce que si des gens, qui m'ont entouré écoutent ça, c'est un des conseils aussi que je te disais tout à l'heure dans l'entraînement des commandos marines, bien s'entourer. C'est un conseil que j'ai aussi entendu sur Ouais, d'autres podcasts. Bien s'entourer aussi dans l'entrepreneuriat, c'est très important parce que ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire ils peuvent répondre à des questions, de base et en une journée d'appels et de mails, on peut gagner, 3 mois de procédures administratives un peu lourdes. excellent. Et du coup, grâce à, enfin, pas seulement, j'imagine, mais grâce notamment à cet accompagnement, où est-ce que tu en es aujourd'hui avec Émotion? Eh bien, écoute, aujourd'hui, avec Émotion, j'en suis au niveau où on a développé, puisque je suis seul à l'avoir créé en 2019. Maintenant, on est 2 à plein temps dessus et ça rassemble environ une dizaine d'intervenants. On a développé une marque qui a pour ambition, comme on l'a dit au tout début, de révolutionner l'image du secourisme en France et aujourd'hui, on accompagne des sportifs, de haut niveau, qu'ils soient professionnels ou amateurs, des férus d'aventure, des adeptes des sorties outdoor et c'est un virage qu'on a pris parce que je me suis rapproché de ce qui m'anime, dans ma vie. Je suis fan de secourisme et je pourrais en parler des heures, ça me passionne, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense, aux institutions, qui régissent le secourisme en France. On va pouvoir le développer peut-être et le sport. Le sport, moi, je suis un énervé, du sport, c'est-à-dire que, je suis pas simplement, quelqu'un qui s'entraîne ou quelqu'un qui fait un seul sport. Heu, j'ai loupé aucun Stade 2 depuis que j'ai l'âge de le regarder. Quand j'étais petit, j'étais sur tout le sport, je loupais jamais ce truc-là et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un intérêt pour, tous ces sportifs et peu importe qui je rencontre, j'ai beaucoup de choses à apprendre. On a rencontré récemment le vice-champion du monde d'apnée, Stéphane Toureau, avec lequel on a pu partager beaucoup de choses et quand je rencontre ces gens, par exemple, c'est ma c'est ma partie de plaisir. On sait tous, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours drôle et de pouvoir rencontrer des gens comme ça,
c'est fabuleux. J'ai rencontré aussi Michael Mawem qui est allé au JO cette année. J'ai pu échanger avec Martin Thomas, quelqu'un qui a été au JO, qui a fait du canoë. Et mon plus là-dedans, et c'est vraiment ce qui me fait me lever tous les matins, c'est que avec émotion, j'ai, en plus d'avoir l'ambition de révolutionner l'image du secourisme, c'est apporter un plus aux sportifs. C'est-à-dire que ces gens-là réalisent des choses que moi, je ne peux pas faire actuellement, que je respecte énormément, comment dire, que j'admire. Tu vois, quand je suis avec eux, vraiment, c'est à peu près pareil que quand j'étais jeune et que je parlais à un commando marine quand j'étais en sélection. Et avoir la possibilité de leur apporter un plus pour que dans leur sport, ils réalisent des choses spectaculaires, l'esprit libre, l'esprit tranquille, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et je fais ça grâce à des formations sur mesure, directement liées à la typologie de blessures que peuvent rencontrer les sportifs, que je vais rencontrer dans leur club d'appartenance ou alors qui sont aussi disponibles en ligne. Cause Covid oblige, on s'adapte, comme chez les commandos. Et aussi par des produits. Et c'est tout ça, tout cet écosystème qui fait qu'aujourd'hui, le secourisme, avec émotion, c'est différent parce qu'il y a un intérêt. Aujourd'hui, quand tu parles avec une personne lambda, que tu lui parles calmement 5 minutes, elle comprend très vite que le secourisme a un intérêt dans sa vie. Parce que ça peut arriver à la maison, 12 millions d'accidents domestiques par an, hors Covid. Ça peut arriver sur la route, ça peut arriver au cours d'une sortie outdoor, camping, sportive, et on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Ça peut arriver sur une situation d'attentat. Un dégénéré qui choisit de faire un acte malveillant à un endroit, ça peut arriver. Et pour moi, être impuissant face à une situation que tu ne maîtrises pas, c'est le pire sentiment qui puisse être, puisque cette chose-là, je l'ai vécue. Dans ce que je t'ai raconté tout à l'heure, les attentats ont résonné, tu vois, chez moi comme de l'impuissance. Et aujourd'hui, des mecs qui font des sports extrêmes, ils sont toujours accompagnés d'un caméraman, d'un mec qui fait des photos, ou ils sont toujours en binôme. Et donc il y a toujours quelqu'un qui est témoin. Et que ce mec ne puisse pas réagir, ça me rend dingue. Et il peut pas réagir, pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas le secourisme au premier abord. Il n'y a pas de produits qui sont faits pour eux et qui se destinent directement à ces sports. Et les formations qu'ils peuvent entrevoir, auxquelles ils peuvent assister, c'est des formations généralistes. Demain, je sais pas si tu fais du sport outdoor, peut-être de l'alpinisme ou autre. Eh bien, si demain, avec un de tes meilleurs amis, enfin de tes collègues, tu décides d'aller faire une formation de premier secours parce que tu te dis, bah voilà, ma conscience fait que on prend des risques, on n'est pas professionnel, mais on s'expose, et dans une zone isolée, ça peut vite être compliqué. Eh bien, face à une formation de base, et je les connais très bien puisque j'en délivre constamment, eh bien, tu vas devoir passer par des modules qui vont pas t'intéresser et qui vont perdre ton attention. Et tu vas avoir l'impression de gâcher du temps. Le nourrisson qui s'étouffe, le mec qui fait du base jump, à l'instant T, c'est pas ce qu'il est venu chercher. La femme enceinte qui fait un malaise, c'est pareil. La personne âgée qui fait un malaise, pareil. Et donc, c'est pour ça qu'avec émotion, on a à cœur de révolutionner cette image du secourisme parce qu'on propose quelque chose qui est sur mesure. Sur mesure et adressé aux sportifs parce que c'est ce qui nous passionne et ce qui fait qu'on peut travailler toute la journée et toute la nuit. Très beau pitch. Écoute, on en avait déjà parlé en off. Moi, je suis convaincu. Convaincu dans le fait, tu vois, comme tu dis, c'est vrai que, alors je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui auront un avis différent, mais jusqu'à ce qu'on échange, c'est vrai que j'avais jamais forcément considéré le secourisme comme un truc super sexy où je me disais, allez, tiens, j'ai du temps, génial, je vais aller me faire une formation en secourisme, tu vois. Et puis très souvent, le secourisme, alors toi, ça a été différent avec ton parcours. Pour tous ceux qui sont dans l'armée, ce sera différent. Mais dans la vie civile, le secourisme, on le découvre généralement au travail, à travers des formations, tu vois, qui sont, voilà, comme tu dis, extrêmement généralistes, ou des fois, tu te demandes même si ça dure pas 2 jours, simplement pour que la deuxième journée, elle puisse être facturée, quoi, tu vois, en termes d'intensité et d'intérêt des formations. Bon, là, voilà. En toute honnêteté, en tout cas, ça a été ce que moi, j'ai pu vivre. Donc, je trouve ça super intéressant de dire, bah voilà, émotion, à l'inverse, va aller proposer du contenu sur mesure, vraiment adapté, et qui capte ton attention et qui fait qu'en fait, moi j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression d'entendre ça, c'est que
et ça peut paraître complètement fou, mais en fait, de dire que les gens, du coup, à travers les formations émotion, voient un intérêt au secourisme. C'est-à-dire que le secourisme redevient utile. Même si ça paraît dingue de dire ça, mais Bien c'est un sûr. peu, tu vois, c'est un peu le sentiment que j'ai. Moi, je pense que les gens ont comme tu dis, un premier a priori du secourisme. Il peut être soit à l'école, et là, moi, je l'ai vécu, donc je sais très bien comment ça se passe. Un binôme d'association qui vient avec son gilet orange, un peu typé uniforme, qui déballe son matos, et voilà. Ou alors, comme tu l'as dit, dans le cas d'entreprise. Mais je suis pas là pour critiquer les personnes, tu vois. Moi, j'aime bien critiquer la structure pour pouvoir l'embellir. Moi, je n'ai rien contre ces associations qui font du secourisme. Bien au contraire, c'est des collègues à moi, puisque je détiens tous les diplômes que eux détiennent. Mais aujourd'hui, quand tu parles de secourisme, je pense que des personnes retiennent plus Adrien Carambeu que quoi faire si mon pote s'étouffe. Hmm. Et je pense qu'on peut faire mieux. Et on peut faire mieux comment? En changeant cette image. Et ça passe par un discours différent, plus jeune, plus à la portée de tout le monde. J'aime bien dire en formation, ça sert à rien d'être trop sérieux pour parler de secourisme, puisque lorsque ça arrive, que l'incident est arrivé, c'est déjà sérieux. Et tu n'auras pas envie de te marrer. Donc, mettons en place des systèmes de jeu pour apprendre, mettons en place de l'humour, des visuels différents, ça passe par des produits. Parce qu'aujourd'hui, le jeu, le jeu et le divertissement, pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Tu vois des pilotes d'avion, ils apprennent sur simulateur. T'as les chirurgiens qui ont déjà joué aux jeux vidéo, ils ont des aptitudes supérieures à pouvoir diriger un robot qui ont des manettes. Tout ça, je l'ai lu dans un livre de Idriss Aberkan, un mec que j'aimerais un jour rencontrer, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré. Et son livre, c'est Libérer votre cerveau. Il parle de neuroergonomie. Et clairement, je me suis servi de quelques tips qui délivrent là-dedans pour changer cette image. Parce qu'aujourd'hui, je révolutionne que l'image. Hmm. Je suis pas médecin, je vais pas changer les procédures. Moi, ce que je veux, c'est créer cet intérêt pour que le jour où, dans une zone isolée, ton pote, il a une fracture de la jambe, tu ne sois pas hébété, en plus d'être paniqué parce que c'est ton pote, et que tu sois tributaire de mince, j'ai pas de réseau. Hmm. Donc voilà, je change l'image, et ça passe, comme je te l'ai montré, par déjà des produits type trousse de secours, totalement différente, tu l'as vu, avec un premier produit qu'on a sorti qui est là pour répondre à tout ce qui saigne, avec du matos vraiment spécifique à l'hémorragie par exemple, parce que sur une hémorragie, je sais pas si tu sais, en 3 à 5 minutes, tu peux perdre assez de sang pour que ton cœur se désamorce. Un petit peu comme une pompe de piscine, tu sais. Tu prends un cabanon de Hmm. piscine, il y a une pompe qui filtre l'eau, s'il y a plus d'eau dans la piscine, la pompe elle se met en sécu. Bah là c'est pareil. Sauf que le mec qui fait du VTT de descente, qui s'embranche sur un tronc, parce qu'il s'est un peu trop envoyé, et là, ça pisse le sang, ça peut arriver, et si tu n'as rien, ça va vite être compliqué. Et je te dis, ça peut arriver. Cédric Gracia, qui est un VTTiste qui a passé beaucoup de temps en équipe de France, avec qui j'ai pu échanger. Sur YouTube, il y a un accident qui circule, où il est à La Réunion. Je l'ai vu. Il est Il fait un hallucinant soleil cet par-dessus accident. son vélo, son Ouais. frein transperce sa cuisse, et donc l'artère fémorale. Les mecs, ils ont quoi? Leurs mains pour boucher. Ouais. C'est tout. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, hein. Il met son doigt dans Bien sûr, le. lui, Ah, elle est lui hallucinante cette vidéo. identifie très vite ce que c'est, parce que son pote lui dit qu'est-ce que c'est ça? Lui dit c'est une artère, il met les mains dedans, et voilà. Ça peut arriver, je dis pas que il faut être anxiogène et faire peur aux gens, mais c'est quelque chose qui arrive, et comme ça arrive tout le temps à ton pote, c'est impossible pour moi de considérer que tu puisses être impuissant. Hmm. Mais pour savoir réagir, il y a des formations, du matos, et on peut faire tout ça en souplesse et avec humour. Alors tu parlais, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes l'aspect fun qui est important pour toi. Mmh. Et du coup, bon, moi j'ai eu la chance de voir la trousse, mais là il y a une nouveauté qui vient de sortir. En tout cas, au moment où le podcast sera diffusé. Comment elle se présente du coup? Exactement, donc on a développé une trousse à la base pour répondre aux hémorragies, et maintenant on vient de sortir donc en octobre, un produit qui répond à quoi faire sur une petite blessure de sportif, skatepark. Le mec qui fait de la planche à voile et qui a des ampoules sur les doigts par exemple, du VTT, tu tombes, c'est du une égratignure. Et donc un produit qui répond à ce qu'on appelle dans l'armée de la bobologie.
je l'ai conditionné dans une canette en plastique. Tu vois, l'aspect d'une canette en plastique. Parce qu'aujourd'hui, quelle marque pour toi traduit plus le sport extrême? Ouais, je pense que beaucoup de gens te diraient Red Bull, par exemple. Voilà. Red Bull aujourd'hui, c'est stylé. C'est une marque qui véhicule beaucoup de choses, mais pas qui ne s'est pas encore intéressée au secourisme, tu vois. Et donc Red Bull donne des ailes, mais aujourd'hui, c'est émotion qui protège tes ailes. Parce que ce que je veux faire, ce que j'ai l'ambition de faire, c'est d'associer cette marque au sport extrême, parce que quand tu vas acheter un VTT à 10 000 € de descente, que tu as ton casque à plusieurs centaines d'euros, tu as tout l'équipement, il faut que tu te soucies aussi de avoir un petit peu de matos pour pouvoir répondre à une blessure. Et le fait d'avoir ça aujourd'hui dans une trousse rouge avec une croix blanche, ça ne t'intéresse pas. Hmm. Et donc aujourd'hui, à travers cette canette qui est novatrice, qui est vraiment l'accès à l'univers émotion, eh bien, ce sera plus parano d'avoir ça sur soi, dans sa voiture ou même à la maison, même si ma cible première, c'est les sportifs, parce que passer du temps avec eux, c'est tout ce que j'aime. Excellent. Génial. Je comprends tout à fait ce que tu dis sur le fait de passer du temps. C'est un peu comme si émotion était une excuse pour entrer en contact avec des gens comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je dis tout le temps avec mon Mmh, podcast, tu vois. C'est juste un super moyen de dire, c'est hey, en clair. fait, on peut discuter, mais voilà, c'est pour le podcast, en fait. Mais bon, Oui, en bien sûr. réalité, tu C'est vois. une excuse et moi ce que j'adore, c'est encore une fois, c'est enfin pas encore une fois, mais c'est être utile. Dire que le mec, je l'admire pour ce qu'il fait, mais en plus de ça, je vais lui donner des clés qui vont lui permettre de s'envoyer encore plus dans sa pratique, parce qu'il se dira: «Ouais, mais je sais comment réagir» ou «J'ai ce Hmm, qu'il faut pour réagir». super. Excellent. Bah écoute, merci pour le balayage sur toute l'histoire d'émotions et les produits que tu fais aujourd'hui. Ce qu'on fera, c'est que c'est vrai que le podcast n'est pas trop adapté pour la visualisation, mais en tout cas, dans la description, je mettrai les liens vers le site, puisque tout est sur émotion, sur le site, Oui, j'imagine. tu retrouves tout sur le site internet, c'est-à-dire produits, accessoires, parce que comme je t'ai dit, on veut que ça soit cool, Ouais. on crée une petite communauté et les gens ont le moyen de nous soutenir aussi à travers des accessoires et également des formations qui sont en ligne et qui sont, spécifiques à chaque pratique, sportive. Ouais, super. Excellent. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question par rapport à ton aventure entrepreneuriale, pas Mmh. forcément spécifique à émotion, mais je serais curieux de savoir en tant qu'ancien commando, tu vois, un peu, bon, si je grossis le trait, tu vois, pour certaines personnes, un peu les surhommes, surentraînés, préparés à tout, qui font des trucs absolument improbables. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, dans l'aventure entrepreneuriale et auquel tu n'étais pas préparé? Bah, déjà, l'aventure entrepreneuriale en elle-même, je pense que peu de gens y sont préparés. On s'y prépare au mieux, mais qu'est-ce qui m'a surpris? J'ai pas été surpris désagréablement parce que je m'attendais à ce que ce soit dur. Ouais. Parallèlement à ça, je me dis que j'ai déjà vécu des choses dures, donc rien ne sera plus aussi dur que ce que j'ai déjà vécu. C'est ce qui aussi me fait relativiser quand, je rencontre des coquilles. Mais, j'étais, agréablement surpris par, la faculté des gens à t'aider. C'est-à-dire que si tu viens avec la bonne question, la personne généralement prendra du temps pour te répondre. C'est-à-dire qu'il faut pas aller là-bas aller envoyer un mail à quelqu'un qui est, par exemple, entrepreneur, d'une grosse boîte avec une question générale. Ces mecs-là, ils ont pas de temps à perdre. Donc envoyer une question ciblée. J'ai eu des réponses de mecs, inaccessibles au premier abord. Par exemple, Anthony Bourbon Mhm. que tu as interviewé, personnalité que j'aime beaucoup aussi et que j'aimerais un jour rencontrer. Je lui ai envoyé un message, puisqu'il le répète dans ses podcasts, dans ses interviews, je suis accessible via LinkedIn, via Instagram ou autre. Et sur une question bien précise, il m'a répondu. Waouh. Ok. Comme quoi. Donc ouais, Comme quoi, il faut. Ouais. surpris de ça parce que je m'attendais à... Enfin, je m'attendais, on m'a dit, c'est un monde de requins et c'est vrai. Et donc surpris que des gens prennent du temps et de l'attention pour un petit projet qui est en développement, mais certainement qu'ils comprennent que ça va devenir beaucoup plus prochainement. Hmm. Ça me fait penser, tu vois, à ce qu'on disait un peu plus tôt sur ces quelques mots que dont l'instructeur t'a fait cadeau au moment du stage.
Pour moi, ça va un peu dans cette direction, tu vois. Mmh. C'est-à-dire, ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir en simplement répondant à un mail, en acceptant d'avoir une conversation de 5-10 minutes. Et donc, c'est juste génial de voir que toi, tu as eu la chance de rencontrer ce type de personnes qui prennent le temps et qui restent accessibles. Super, c'est plutôt hyper positif comme message du coup, que les seules surprises que tu as eues, ça a été des bonnes surprises dans l'entrepreneuriat. Non, c'est pas alors oui, oui, ta question était: «Comment est-ce que tu as été Ouais, surpris?» Négativement, je m'attends à tout et je me suis attendu ouais. à tout et c'est pour ça que voilà, je n'ai pas été, surpris de rencontrer des moments compliqués et je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres et c'est ce qui rythme la vie d'un mec qui veut faire quelque chose de nouveau. Tu as le président Wilson, celui des États-Unis, hein, pas celui des ballons de basket. Il a dit: «Si tu veux te faire un maximum d'ennemis, tu as juste à faire quelque chose de nouveau». Donc si aujourd'hui tu mets des éléments de premier secours dans une canette en plastique, il y a certainement des foudres qui vont tomber à un moment. Si tu veux, mettre un peu d'humour dans du secourisme, ça va tomber et j'ai des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Donc voilà, négativement, je ne suis pas surpris. Je sais que tout peut arriver, mais en revanche, voilà, ça a été positif et c'est ce que je retiens, chaque semaine parce que c'est ce qui te fait avancer. Parce que comme tu l'as dit et comme on l'a dit, c'est compliqué et c'est important d'avoir, des choses positives pour s'y accrocher et perdurer dans cette, activité compliquée. Ouais. Pour terminer notre échange absolument passionnant, si tu fais un mix, si tu prends tes 10 années de préparation comment est-ce qu'on peut appeler ça, de mission au sein de l'armée et ton aventure entrepreneuriale jusqu'à présent, si tu mets ces deux blocs ensemble, que tu secoues tout ça, que ça fait un seul gros bloc, quel conseil ou quelle serait toi la chose que tu retiens de ton aventure jusqu'à présent et que tu pourrais partager aux auditeurs, aux auditrices? Qu'il faut être ambitieux, qu'il faut être ambitieux et je vais le tourner avec d'autres mots parce que beaucoup de gens le disent, mais, quand je regardais, ces reportages et toutes ces choses qui avaient qui étaient, vers les commandos marines, c'était impossible. Mmh. J'ai réussi. Aller à l'étranger faire du parachutisme, c'était impossible, j'ai réussi. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement, mais aujourd'hui, c'est ce qui me permet de ne pas avoir peur et d'afficher clairement mes ambitions, qui est de changer l'image du secourisme et de devenir leader sur ce marché parce que, rien n'est impossible donc autant rêver gros et je suis certain qu'avec du travail, parce que je suis persuadé aujourd'hui que dans ce domaine, personne ne travaille autant que moi, ça marchera. Tout ce que je ne sais pas, c'est quand. Génial. Écoute, ce sera le message qu'on retient. Merci beaucoup, Tony, pour ton temps, pour ces superbes partages, que ce soit sur Émotion ou sur ton temps en tant que commando, pour l'humilité avec laquelle tu l'as fait. Je le disais en introduction, c'est toujours un plaisir de recevoir des anciens des forces spéciales, justement, principalement par rapport évidemment aux histoires que vous racontez, mais aussi la façon dont vous incarnez des valeurs très fortes que personnellement je trouve fascinantes. Donc oui, un grand merci pour ton temps. Je mettrai tout ce qu'il faut en termes de liens pour que les gens qui veulent se renseigner sur Émotion puissent le faire facilement. Et puis écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de l'aventure et je te dis très certainement à très bientôt pour une formation sur mesure pour un de mes projets. Ça marche, sans problème. Merci Tony. Mais de rien, merci à toi.